En octobre 1889, dans les salons dorés du château de Valmont, près de Rouen, une femme disparut au milieu d'un bal masqué organisé pour l'élite normande. Ce ne fut pas une disparition ordinaire. Marguerite de Montbrison, l'une des dames les plus en vue de la société parisienne, s'évanouit dans les couloirs sombres de cette demeure ancestrale, laissant derrière elle seulement une traînée de perles brisées et un secret qui allait ébranler les fondations mêmes de la haute société française. Mais cette disparition n'était que le point culminant d'une intrigue qui avait commencé des mois auparavant, tissée dans l'ombre par des mains expertes en manipulation et nourrie par des appétits qui dépassaient l'entendement. Avant de poursuivre cette troublante histoire, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez ce soir. Car ce récit que vous allez entendre pourrait bien résonner étrangement avec l'obscurité qui sommeille dans chaque vieille pierre de nos anciennes demeures. L'automne de 1889 marquait une époque de profonds bouleversements pour la France. La République s'affermissait sous la présidence de Sadi Carnot, mais les vieilles familles aristocratiques s'accrochaient encore aux vestiges de leur splendeur passée. Dans les campagnes normandes, les châteaux demeuraient des îlots de pouvoir, où se tramaient encore les affaires les plus délicates de la nation. L'exposition universelle de Paris venait de s'achever avec un succès retentissant. Mais cette modernité triomphante ne pénétrait qu'avec difficulté dans les salons poudrés où l'on cultivait encore les traditions de l'Ancien Régime. Le château de Valmont, propriété de la famille de Clermont-Ferrand depuis le XVe siècle, se dressait majestueusement au cœur de la forêt de Brotonne. Ses tours de grès rose et ses jardins à la française avaient jadis accueilli les plus grands noms de l'Ancien Régime, les Condé, les Polignac, et même, selon la légende familiale, la reine Marie-Antoinette, lors d'une escapade secrète en 1788. Mais en cette fin de siècle, la demeure portait les stigmates discrets d'une grandeur qui s'effritait lentement. Les toitures d'ardoise présentaient quelques tuiles manquantes. Les grilles dorées montraient des traces de rouille, et les vastes écuries ne abritaient plus que la moitié des chevaux qui y caracolaient jadis. Le comte Édouard de Clermont-Ferrand, homme de 63 ans aux tempes argentées et au regard encore perçant, tentait désespérément de maintenir le rang de sa famille. Ancien officier de cavalerie sous le Second Empire, il avait gardé de sa jeunesse militaire une prestance naturelle et cette autorité qui imposait le respect dans les salons. Sa fortune, largement entamée par les spéculations malheureuses de son défunt père pendant les années troubles de la Commune, ne lui permettait plus de rivaliser avec les nouveaux riches de l'industrie qui s'installaient dans les beaux quartiers parisiens. Les actions de la Compagnie de Suez et les obligations russes avaient fondu comme neige au soleil, emportant avec elles les rentes qui assuraient jadis l'opulence familiale. Pourtant, il organisait encore ces réceptions fastueuses qui attiraient tout ce que Paris et la province comptaient de personnalités influentes. Ces soirées étaient devenues pour lui une nécessité vitale. Elles lui permettaient de maintenir ses relations dans le monde des affaires et de la politique, espérant toujours décrocher l'opportunité qui redresserait sa situation. Car Édouard de Clermont-Ferrand nourrissait encore des ambitions. Il rêvait d'obtenir un poste d'ambassadeur dans quelque capitale européenne, ou mieux encore, d'être nommé préfet d'un grand département. Ces postes lui auraient apporté non seulement les revenus nécessaires, mais aussi le prestige qui manquait désormais à son nom. Sa femme, la comtesse Isabelle de Clermont-Ferrand, née Isabelle de Montclerc, descendait d'une famille de parlementaires bretons qui avaient traversé la Révolution en gardant intact son patrimoine grâce à des alliances opportunes. Femme de 50 ans, elle avait conservé cette beauté aristocratique qui ne se fane jamais tout à fait. Des traits fins, un port de tête altier et cette élégance naturelle qui s'apprend dès le berceau dans les grandes familles. Mais Isabelle portait en elle une amertume sourde. Elle avait épousé Édouard par inclination autant que par intérêt, et voir la fortune familiale s'effriter année après année lui causait une souffrance qu'elle dissimulait sous un masque de parfaite courtoisie. Le couple avait eu 3 enfants, mais le destin s'était montré cruel envers la lignée des Clermont-Ferrand. L'aîné, Antonin,
était mort à 22 ans d'une fièvre typhoïde contractée lors d'un voyage en Orient. La cadette, Céleste, avait épousé un diplomate autrichien et vivait désormais à Vienne, d'où elle n'envoyait plus que de rares nouvelles. Seul demeurait au château le Benjamin, Henri de Clermont-Ferrand, jeune homme de 25 ans qui incarnait toutes les contradictions de son époque. Henri était ce qu'on appelait alors un fils de famille, intelligent, cultivé, séduisant, mais rongé par l'oisiveté et les plaisirs faciles que lui offrait sa condition. Il avait fait de brillantes études de droit à la Sorbonne, mais n'avait jamais exercé, préférant mener cette existence dorée qui était alors le lot des jeunes aristocrates. Grand amateur d'art moderne, il fréquentait les ateliers de Montmartre et s'était même essayé à la peinture avec un talent certain. Mais cette passion artistique cachait des mœurs qui inquiétaient ses parents. Henri entretenait des liaisons avec des femmes de condition modeste, fréquentait les cabarets et les maisons de jeu, et ses dépenses occasionnaient régulièrement des scènes orageuses au château. C'est dans ce contexte tendu que Marguerite de Montbrison fit son apparition dans la société normande au printemps 1889. Veuve depuis 3 ans d'un riche négociant en soie lyonnais, elle avait quitté les salons de la capitale pour s'installer dans le petit château de Boissy-le-Châtel, à quelques lieues de Valmont. Cette installation surprit d'ailleurs les notables locaux. Pourquoi une femme fortunée, encore jeune et libre de ses mouvements, choisissait-elle de s'enterrer dans cette campagne normande plutôt que de profiter des plaisirs que lui offrait Paris? À 32 ans, Marguerite possédait cette beauté troublante qui faisait se retourner les hommes et médire les femmes. Ses cheveux d'un châtain profond, qu'elle portait selon la mode du temps en chignon haut dégageant la nuque, encadraient un visage aux traits délicats, mais d'une expressivité saisissante. Sa bouche, peut-être un peu trop pulpeuse pour les canons de l'époque, révélait une sensualité que ses manières distinguées ne parvenaient pas tout à fait à dissimuler. Mais c'était son regard qui marquait le plus ceux qui la croisaient. Des yeux verts, d'une intensité déstabilisante, comme s'il perçait les âmes et devinait les secrets les mieux gardés. Marguerite de Montbrison, née Marguerite Rousseau, était issue de la bourgeoisie lyonnaise. Son père, Paul Rousseau, avait fait fortune dans le négoce des tissus, profitant de l'essor industriel du Second Empire pour développer un commerce qui s'étendait de Lyon à Marseille. Homme pragmatique et travailleur, il avait su donner à sa fille unique une éducation raffinée. Marguerite parlait couramment l'italien et l'anglais, jouait remarquablement du piano et possédait cette culture générale qui était alors l'apanage des femmes de la haute bourgeoisie. À 19 ans, elle avait épousé Monsieur Gustave de Montbrison, un négociant de 15 ans son aîné qui gérait l'une des plus importantes maisons de soie de Lyon. Ce mariage avait été heureux, du moins en apparence. Gustave de Montbrison était un homme cultivé et prévenant, qui avait su apprécier l'intelligence de sa jeune épouse. Il l'avait initiée aux subtilités de ses affaires, l'emmenant parfois dans ses voyages commerciaux à travers l'Europe. Marguerite avait ainsi découvert Florence, Venise, Vienne et Londres, élargissant ses horizons bien au-delà de ce qui était habituel pour une femme de son milieu. Mais ce mariage était demeuré stérile, et cette absence d'enfant avait créé entre les époux une mélancolie sourde qu'ils tentaient de compenser par une vie sociale intense. La mort de Gustave de Montbrison, en janvier 1886, avait frappé Marguerite comme un coup près. Son mari avait succombé brutalement à une attaque d'apoplexie alors qu'il rentrait d'un dîner d'affaires. À 30 ans, elle se retrouvait veuve, riche certes, mais terriblement seule dans un monde où les femmes non mariées étaient regardées avec une méfiance mêlée de compassion. Les mois qui suivirent furent pour elle une période de profonde introspection. Elle liquida rapidement les affaires de son mari, préférant placer sa fortune en rente et en propriétés immobilières plutôt que de continuer à s'occuper d'un commerce qui lui rappelait trop douloureusement ses années de bonheur conjugal. C'est ainsi qu'elle acquit le château de Boissy-le-Châtel, une demeure du XVIIe siècle qui avait appartenu à une branche cadette de la famille de Rohan,
Moins imposante que Valmont, cette propriété de 15 pièces était entourée d'un parc de 20 hectares, planté d'essences rares et agrémenté d'un petit étang où nageaient des cygnes. L'architecture de briques roses et de pierres blanches avait ce charme discret des demeures provinciales qui ont traversé les siècles sans éclat mais sans déchéance. L'invitation au bal masqué du 27 octobre 1889 parvint à Marguerite par un valet en livrée, qui attendit une réponse immédiate. Le carton d'un papier vergé de la plus belle qualité et frappé aux armes des Clermont-Ferrand portait une mention particulière rédigée de la main même du comte. Le comte et la comtesse de Clermont-Ferrand attendent avec impatience votre présence pour une soirée qui marquera l'histoire de leur demeure. Il sera question ce soir de révélations qui concernent votre famille autant que la nôtre. Cette formulation étrange intrigua profondément Marguerite. Depuis son installation en Normandie 6 mois auparavant, elle avait soigneusement évité les mondanités locales, préférant la tranquillité de sa nouvelle retraite aux fastes épuisants de la vie parisienne. Elle menait une existence réglée, consacrant ses matinées à la lecture et à la correspondance, ses après-midi aux promenades dans son parc ou aux visites aux nécessiteux du village voisin. Cette vie de dame patronnesse lui apportait une paix relative, même si elle ne parvenait pas à combler entièrement le vide laissé par la disparition de son mari. Mais cette mention des révélations qui concernaient sa famille éveilla sa curiosité. Que pouvait bien savoir le comte Édouard sur les Rousseau ou les Montbrison? Les deux familles évoluaient dans des milieux différents. D'un côté la noblesse normande, de l'autre la bourgeoisie industrielle lyonnaise. Aucun lien ne semblait pouvoir les unir, si ce n'est peut-être quelques lointaines relations d'affaires que Marguerite ignorait. Peut-être était-ce cette mélancolie qui l'habitait depuis la mort de son époux, ou cette soif de nouveauté qui la poussait parfois vers des situations imprévisibles. Mais Marguerite décida d'accepter l'invitation. Elle rédigea une réponse polie et la remit au valet, qui partit au galop vers Valmont dans la lumière dorée de cette fin d'après-midi d'octobre. Les jours qui précédèrent le bal furent marqués par une agitation inhabituelle dans la région. On voyait passer sur les routes des équipages luxueux transportant les invités venus de Paris, de Rouen ou du Havre. Le village de Valmont-sur-Seine s'animait d'une effervescence qu'il n'avait pas connue depuis des années. Les commerçants locaux profitaient de l'aubaine pour écouler leurs plus beaux produits, et même l'auberge du Cheval Blanc avait dû refuser du monde, tant elle était pleine d'invités de marque. Marguerite consacra plusieurs heures au choix de sa toilette. Elle opta finalement pour une robe de velours émeraude à traîne, d'une coupe qui épousait parfaitement ses formes, tout en respectant les convenances. Cette robe, création d'un grand couturier parisien, avait été commandée l'année précédente pour un bal donné à l'Opéra, mais elle n'avait jamais eu l'occasion de la porter depuis son veuvage. Les bijoux posèrent un problème plus délicat. Fallait-il arborer les somptueux diamants légués par son mari, au risque de paraître ostentatoire, ou se contenter de perles plus discrètes? Elle choisit finalement un collier de perles noires, rehaussé d'une broche en forme de papillon, sertie d'émeraude, et pour masque un loup vénitien orné de plumes noires qu'elle avait rapporté d'un voyage à Venise plusieurs années auparavant. Le soir venu, Marguerite fit atteler sa plus belle voiture, un landau verni noir tiré par 2 chevaux bais. Le cocher qu'elle avait loué pour l'occasion, un homme d'âge mûr nommé Baptiste Ledru qui connaissait parfaitement la région, semblait nerveux, tandis qu'il remontait l'allée de tilleuls menant au château. « Madame devrait faire attention ce soir », murmura-t-il d'une voix rauque en regardant les tours de Valmont se dessiner dans l'obscurité. « Il paraît que des choses étranges se passent dans cette maison depuis quelque temps. Mon beau-frère, qui livre le charbon au château, m'a dit que les domestiques parlent de disputes violentes entre monsieur le comte et monsieur Henri. Et puis, il y a eu cette histoire avec le notaire de Rouen ?» Marguerite ne releva pas la remarque, mais elle remarqua effectivement l'atmosphère particulière qui régnait aux abords de Valmont. Les domestiques qui les accueillirent évitaient son regard, et même la musique qui s'échappait des salons semblait porter une note discordante, comme si l'orchestre jouait sous la contrainte. En descendant de voiture,
Elle aperçut aux fenêtres du premier étage des silhouettes qui l'observaient derrière les rideaux, puis se dissimulaient dès qu'elle levait les yeux. L'intérieur du château éblouissait encore par sa magnificence. Les lustres de cristal de baccarat projetaient des reflets dorés sur les boiseries sculptées du XVIIIe siècle, et les tapisseries des Flandres racontaient toujours les exploits glorieux des ancêtres. Dans le grand salon, les invités évoluaient dans un ballet réglé où se mêlaient les soies chatoyantes et les uniformes chamarrés. L'orchestre, installé sur une estrade tendue de velours rouge, interprétait les valses de Strauss avec un brio qui arrachait des murmures d'admiration. Mais Marguerite, habituée au faste de la haute société parisienne, percevait les détails qui trahissaient les difficultés financières des maîtres de maison. Quelques dorures ternies sur les moulures du plafond, des tapis d'Orient légèrement élimés à certains endroits, des fleurs coupées avec parcimonie pour la décoration des tables. Ces signes ténus n'échappaient qu'à un œil non exercé, mais ils révélaient à qui savait voir la réalité d'une fortune en déclin. Le comte Édouard l'accueillit avec une courtoisie exquise, mais elle surprit dans son regard une lueur qu'elle ne parvenait pas à identifier. Était-ce de l'admiration, de la convoitise, ou quelque chose de plus sombre encore? « Chère Madame de Montbrison », lui dit-il en baisant sa main gantée de chevreau blanc, « votre présence illumine déjà cette soirée. J'espère que vous trouverez ici les distractions que mérite une dame de votre raffinement, et peut-être même quelques surprises qui vous intéresseront au plus haut point. » Ces derniers mots, prononcés avec un sourire énigmatique, renforcèrent l'inquiétude sourde que Marguerite ressentait depuis son arrivée. De quelle surprise le comte parlait-il? Et pourquoi cette insistance sur les révélations familiales mentionnées dans l'invitation? La comtesse Isabelle de Clermont-Ferrand, épouse du maître des lieux, se montra nettement plus froide. Cette femme de 50 ans, encore belle mais marquée par les années et les épreuves, salua Marguerite avec une politesse glaciale qui contrastait avec l'affabilité de son époux. « Nous espérons que votre installation en Normandie vous apporte la paix que vous cherchez, » déclara-t-elle d'un ton qui laissait entendre qu'elle en savait plus sur la nouvelle venue qu'elle ne l'avouait. Il est parfois sage de s'éloigner des lieux qui nous rappellent trop douloureusement le passé. Cette remarque, apparemment anodine, frappa Marguerite par sa précision. Comment la comtesse pouvait-elle connaître les motivations intimes qui l'avaient poussée à quitter Lyon et Paris? Elle n'en avait parlé à personne en Normandie, se contentant d'expliquer son installation par le goût de la campagne et le besoin de tranquillité. Au cours de la soirée, Marguerite fit la connaissance des autres invités. Il y avait là le préfet de Seine-Inférieure, M. Anatole Berton, homme corpulent au favori poivre et sel, qui dirigeait son département avec une poigne de fer. À ses côtés évoluait sa femme, née baronne de Rouville, dont la beauté fanée témoignait d'une jeunesse qui avait dû faire sensation sous l'Empire. Le monde des affaires était représenté par M. Octave Dufresne, propriétaire de plusieurs filatures dans la région rouennaise, et par M. Émile Lavergne, banquier au Havre qui brassait les capitaux du commerce maritime. La magistrature n'était pas en reste avec la présence de M. Louis Gerville-Réache, procureur général près la cour d'appel de Rouen, homme austère à la réputation d'intégrité sans faille, accompagné de son épouse, dame pieuse qui consacrait ses loisirs aux œuvres de charité. Monseigneur Théodore de Castelnau, évêque de Bayeux et Lisieux, prêtait à l'Assemblée cette caution morale qui était indispensable dans les réceptions de la haute société provinciale. Ce prélat aux manières onctueuses était réputé pour son éloquence et son influence sur les familles de la noblesse normande. Mais ce fut la rencontre avec Julien de Beaumont qui marqua véritablement cette soirée. Julien était le fils d'un proche ami du comte, un jeune homme de 28 ans qui avait fait carrière dans la diplomatie après des études brillantes à l'école normale supérieure. Il revenait d'un poste de secrétaire d'ambassade à Saint-Pétersbourg et s'apprêtait à partir pour Londres, où l'attendaient de nouvelles responsabilités. Grand, élégant, d'une conversation raffinée, il possédait ce charme aristocratique qui séduisait naturellement les femmes de la société. Fils du vicomte Armand de Beaumont, ancien chambellan de Napoléon III,
Julien avait grandi dans l'entourage de la cour impériale avant de voir sa famille contrainte à l'exil après la chute du régime. Cette jeunesse mouvementée lui avait donné une maturité précoce et une connaissance du monde qui tranchait avec la frivolité habituelle des jeunes gens de son âge. Il parlait couramment le russe, l'allemand et l'anglais, connaissait intimement les rouages de la diplomatie européenne et ses analyses politiques étaient écoutées avec respect dans les salons parisiens. Dès les premiers échanges, Marguerite sentit naître entre eux une complicité troublante. Julien l'aborda avec cette aisance naturelle qui caractérise les hommes habitués au salon, mais sans cette affectation qui rendait si pénible la conversation de la plupart des mondains. « Madame de Montbrison, lui dit-il en l'invitant à danser, « permettez-moi de vous dire que votre présence apporte une grâce particulière à cette assemblée, mais j'ai l'impression que vous portez en vous une tristesse qui ne devrait pas habiter une femme de votre beauté. » Ces paroles, d'une galanterie peut-être convenue, émurent pourtant Marguerite plus qu'elle ne l'aurait voulu. Depuis la mort de son mari, elle avait l'impression de vivre dans une sorte de brouillard émotionnel, et les attentions de ce jeune homme éveillaient en elle des sensations qu'elle croyait enfouies à jamais. Pendant qu'il valsait, elle sentait son regard posé sur elle avec une intensité qui la troublait. Il y avait dans ses yeux bruns une profondeur qui contrastait avec la légèreté habituelle des conversations mondaines. « Monsieur de Beaumont, répondit-elle en s'efforçant de garder un ton détaché, vous me prêtez des sentiments que je ne suis pas sûr d'éprouver. La vie m'a appris qu'il valait mieux se méfier des apparences. Sage précaution, répliqua Julien avec un sourire, mais qui ne doit pas nous empêcher de croire encore au bonheur. J'ai vécu suffisamment pour savoir que la vraie noblesse d'âme ne se trouve pas toujours là où on l'attend. » Cette remarque frappa Marguerite par sa justesse. Elle aussi avait appris, au contact des milieux qu'elle avait fréquentés avec son mari, que les titres et la fortune ne garantissaient ni la générosité ni l'élévation morale. Certains bourgeois de sa connaissance valaient largement les plus grands noms de l'aristocratie par leur culture et leur droiture. La soirée se poursuivit dans cette atmosphère de raffinement un peu artificielle qui caractérisait les réceptions de la haute société provinciale. On servit un souper fastueux dans la grande salle à manger du château. Huîtres de Belon, saumon de Loire, gibier des chasses normandes, accompagné des meilleurs vins des caves familiales. Marguerite se trouva placée entre Julien de Beaumont et le procureur Gerville Réache, ce qui lui permit d'approfondir sa connaissance du jeune diplomate. Julien lui parla de ses années russes avec une passion communicative. Il évoquait les fastes de la cour impériale, les bals du palais d'hiver, les intrigues diplomatiques qui agitaient l'Europe depuis l'alliance franco-russe. Mais il lui confia aussi ses préoccupations face à la montée des tensions nationalistes dans les Balkans et ses craintes de voir l'Europe basculer dans un conflit général. L'équilibre créé par Bismarck est fragile, lui expliquait-il avec gravité. Un incident en Orient pourrait déclencher une guerre dont personne ne peut prévoir l'issue. C'est pourquoi les diplomates de ma génération ont une responsabilité particulière. Nous devons tout faire pour préserver la paix. Cette clairvoyance politique impressionnait Marguerite. Elle découvrait chez ce jeune homme une profondeur de vue qui tranchait avec la frivolité habituelle des conversations mondaines. Leurs échanges la passionnaient d'autant plus qu'elle avait toujours regretté de ne pouvoir participer davantage aux affaires publiques, domaine réservé aux hommes dans la société de l'époque. Mais la soirée prit une tournure plus inquiétante vers minuit, lorsque le comte Édouard frappa dans ses mains pour réclamer l'attention de ses invités. « Mes chers amis, déclara-t-il d'une voix qui portait dans tout le salon, avant que cette soirée ne s'achève, j'aimerais porter un toast particulier à notre chère Madame de Montbrison, dont la présence parmi nous ce soir revêt une signification toute particulière. » Un silence embarrassé accueillit ces paroles. Marguerite sentit tous les regards se tourner vers elle, et une rougeur involontaire colora ses joues. Que voulait dire le comte par cette signification particulière? Madame de Montbrison ignore peut-être, poursuivit Édouard avec un sourire énigmatique, que sa famille et la nôtre sont liées par des liens plus étroits qu'elle ne le suppose.
des liens qui remontent à plusieurs générations et qui expliquent en partie les circonstances qui l'ont amené à s'installer dans notre belle Normandie. Cette déclaration provoqua un murmure étouffé dans l'assemblée. Marguerite, pétrifiée, ne savait que répondre. De quel lien parlait le comte? Sa famille, de solide bourgeoisie lyonnaise, n'avait jamais eu de relation avec la noblesse normande. Elle en était certaine. « Monsieur le comte », finit-elle par articuler d'une voix qu'elle s'efforçait de garder ferme, « je crains qu'il n'y ait une erreur. Ma famille n'a jamais eu l'honneur d'entretenir des relations avec la vôtre. »« Détrompez-vous, chère madame », répliqua Édouard en levant son verre. « Mais ce n'est ni le lieu ni le moment d'évoquer ces questions délicates. Permettez-moi simplement de trinquer à votre santé et à, disons, à la vérité qui finit toujours par triompher. » Ce toast énigmatique jeta un froid dans l'assemblée. Les invités burent par politesse, mais l'ambiance de la soirée avait changé. Marguerite remarqua que plusieurs personnes l'observaient maintenant avec une curiosité malsaine, comme si elle était devenue soudain un objet d'intérêt particulier. Les semaines qui suivirent le bal furent marquées par une correspondance assidue entre Marguerite et Julien de Beaumont. Le jeune diplomate avait demandé l'autorisation de lui rendre visite, et elle avait accepté, séduite malgré elle par son intelligence et son charme. Les lettres de Julien révélaient une sensibilité qui touchait profondément la jeune veuve. Il lui écrivait de Londres, où ses nouvelles fonctions l'avaient conduit. Des missives d'une élégance parfaite qui trahissaient des sentiments de plus en plus profonds. « Chère Marguerite », écrivait-il dans une lettre datée du 15 novembre, « les brouillards de la Tamise me semblent moins épais que le voile de tristesse qui ombrait votre regard lors de notre dernière rencontre. J'ose espérer que les journées normandes vous apportent cette sérénité que mérite votre âme délicate. Quant à moi, je dois avouer que le souvenir de nos conversations illumine mes heures londoniennes et me fait mesurer toute la vanité des plaisirs mondains quand ils ne sont pas partagés avec une âme d'élite. » Ces mots, d'une galanterie qui n'excluait pas la sincérité, émouvaient Marguerite plus qu'elle ne l'aurait voulu. Depuis la mort de son mari, elle avait l'impression de vivre dans une sorte de brouillard émotionnel, et les attentions de ce jeune homme éveillaient en elle des sensations qu'elle croyait enfouies à jamais. Elle lui répondait avec une prudence qui cachait mal son trouble croissant, et leurs échanges épistolaires prirent rapidement une tournure plus intime. Julien lui rendait visite presque chaque semaine, profitant d'une mission diplomatique à Paris pour faire le détour par la Normandie. Il se promenait dans les jardins abandonnés du petit château de Boissy-le-Châtel, parlait de littérature et de politique, partageait leurs réflexions sur l'évolution de la société française. Marguerite découvrait chez son soupirant une profondeur de vue et une culture qui la séduisait autant que son charme physique. Julien connaissait admirablement la littérature contemporaine. Il lui parlait des dernières œuvres de Maupassant avec une finesse d'analyse qui révélait un goût sûr, évoquait les romans de Zola qu'il jugeait trop crus pour une dame de qualité, mais dont il appréciait la vérité sociale. Il avait rencontré Verlaine dans un salon parisien et lui rapportait les propos du poète sur l'évolution de la poésie française. Ces conversations passionnaient Marguerite, qui avait toujours regretté que son milieu bourgeois lyonnais n'offre pas de tels échanges intellectuels. Mais elle remarquait aussi d'étranges coïncidences qui éveillaient en elle une méfiance sourde. Chaque fois qu'elle évoquait son passé à Lyon, les détails de sa vie avec son défunt époux ou ses projets d'avenir, Julien semblait connaître des éléments qu'elle ne lui avait jamais confiés. Un jour, alors qu'il se promenait près de l'étang où nageaient les cygnes, il mentionna le nom de sa couturière parisienne, Madame Élisa Doucet, sans qu'elle le lui eût jamais dit. « Cette femme a un goût exquis », avait-il déclaré négligemment. « J'ai aperçu quelques-unes de ses créations dans les salons de l'ambassade. » Une autre fois, il fit allusion à un voyage qu'elle avait fait à Florence l'année de son veuvage, voyage dont elle n'avait parlé à personne en Normandie. « Les couchers de soleil sur l'Arnaud ont dû vous consoler de vos peines, » lui dit-il avec une tendresse qui l'émut malgré son trouble. Florence a cette vertu d'apaiser les âmes blessées. Comment pouvait-il connaître ce voyage?
entrepris dans le plus grand secret pour fuir les condoléances pesantes de son entourage lyonnais. Elle n'en avait parlé qu'à sa femme de chambre, Célestine, restée fidèlement à son service depuis son mariage. Ces détails troublants éveillaient en elle une méfiance sourde, mais l'attraction qu'elle éprouvait pour Julien était si forte qu'elle préférait écarter ses questions. D'ailleurs, lui-même semblait parfois surpris par ses propres paroles, comme s'il parlait sans réfléchir et se reprenait aussitôt. Un jour, il évoqua spontanément le petit chien épagnol qu'elle avait possédé dans sa jeunesse, puis parut embarrassé de cette confidence inexplicable. « Pardonnez-moi », lui dit-il avec un sourire confus. « J'ai dû confondre avec quelqu'un d'autre. » Ces incidents répétés finirent par inquiéter sérieusement Marguerite. Un soir de décembre, après le départ de Julien, elle fit venir Célestine dans son petit salon et l'interrogea directement. « Célestine, as-tu parlé de ma vie à Lyon à quelqu'un depuis notre installation ici ?» La femme de chambre, une lyonnaise de 40 ans au visage honnête, parut surprise par cette question. « Madame la comtesse me demande cela. Jamais je n'aurais osé parler des affaires de madame à des étrangers. D'ailleurs, nous ne connaissons personne ici. Même pas au village, aux commerçants. Je n'achète que le strict nécessaire chez l'épicier, et je ne dis jamais rien sur madame. C'est que les gens d'ici ne sont pas comme ceux de Lyon. Ils posent beaucoup de questions, et moi, cela me déplaît. » Cette réponse confirma les soupçons de Marguerite. Si Célestine n'avait rien dit, comment Julien pouvait-il connaître tant de détails sur sa vie passée? Un événement vint cependant ébranler davantage cette idylle naissante. Un matin de novembre, Marguerite reçut la visite inattendue de M. Théophile Dubois, un notaire de Rouen qu'elle ne connaissait pas. Homme bedonnant aux manières obséquieuses, vêtu d'un costume noir lustré par l'usage et coiffé d'un haut de forme légèrement déformé, il se présenta avec une mission délicate qu'il exposa d'une voix mielleuse. « Madame la comtesse, lui dit-il en tripotant nerveusement ses gants de cuir jauni, j'ai l'honneur de représenter certains créanciers de feu votre époux, Monsieur Gustave de Montbrison. Il se trouve que ce respectable négociant avait contracté peu avant sa mort certaines dettes d'honneur dont les créanciers réclament aujourd'hui le remboursement. Il s'agirait de sommes importantes qui pourraient mettre en péril votre confortable situation actuelle. » Marguerite était certaine que cette information était fausse. Elle avait elle-même liquidé la succession de son mari avec l'aide de maître Bertrand Voisin, un notaire lyonnais de confiance qui gérait les affaires de la famille depuis des décennies, et aucune dette de ce genre n'était apparue dans les comptes. La succession avait été réglée avec un soin méticuleux et tous les créanciers connus avaient été remboursés intégralement. « Monsieur Dubois, » répondit-elle avec fermeté, « je vous prie de me montrer les documents qui établissent l'existence de ces prétendues dettes. Car je puis vous assurer que la succession de mon mari a été liquidée dans les règles et qu'aucune créance de cette importance n'a été omise. » Le notaire rouennais sortit de sa serviette de cuir et limait plusieurs papiers qu'il étala sur la table du petit salon. « Voici, madame la comtesse, ces reconnaissances de dette portent bien la signature de feu monsieur de Montbrison et elles n'ont jamais été acquittées. » Marguerite examina attentivement les documents. La signature ressemblait effectivement à celle de son mari, mais quelque chose clochait dans l'aspect général des papiers. L'encre semblait trop fraîche. Le papier à lettres n'était pas de la qualité habituelle utilisée par Gustave pour ses affaires importantes. « Ces documents devront être vérifiés par mon notaire, » déclara-t-elle sèchement. « En attendant, je ne reconnais aucune de ces créances. » Dubois eut un sourire déplaisant qui découvrit ses dents jaunies par le tabac. « Comme il vous plaira, madame la comtesse, mais mes clients sont pressés et ils pourraient être amenés à prendre des mesures désagréables pour hâter le règlement de cette affaire. » Cette menace à peine voilée inquiéta Marguerite, mais elle ne se laissa pas intimider. « Monsieur Dubois, je vous prie de sortir de chez moi immédiatement. Si vos clients ont des réclamations légitimes à formuler, qu'ils s'adressent aux tribunaux. » Après le départ du notaire, Marguerite réfléchit longuement à cette visite troublante. Qui donc cherchait à la déstabiliser et dans quel but? Ces fausses créances étaient-elles liées aux mystérieuses allusions du comte Édouard lors du bal masqué?
Elle décida d'écrire immédiatement à Maître Voisin pour lui faire part de cette affaire. Sa lettre, expédiée le jour même par la poste, contenait une description précise des documents présentés par Dubois et une demande d'enquête approfondie sur l'identité des prétendus créanciers. Les jours suivants furent marqués par une série d'incidents qui vinrent troubler la tranquillité de Marguerite. Elle remarquait parfois des silhouettes dans les bois qui entouraient son château, comme si on la surveillait discrètement. Ces ombres furtives apparaissaient surtout au crépuscule, se déplaçant entre les arbres avec une prudence qui excluait toute explication innocente. Un soir, elle aperçut distinctement un homme à cheval qui l'observait depuis la lisière de la forêt, mais qui disparut dès qu'elle s'approcha de la fenêtre. Ses domestiques, Baptiste et Marie Leroux, deux époux âgés qui l'avaient suivi depuis Lyon et qui lui étaient entièrement dévoués, semblaient eux aussi nerveux et lui rapportaient des bruits étranges dans la propriété pendant la nuit. Baptiste, ancien cocher de la maison Montbrison, était un homme solide qui n'avait peur de rien, mais il confessa à sa maîtresse que quelque chose le tracassait. « Madame la comtesse, lui dit-il un matin en apportant le petit déjeuner, cette nuit encore, j'ai entendu des pas dans la cour. Quand je suis sorti pour voir, il n'y avait personne, mais les graviers étaient remués près de l'écurie. Et puis, il y a autre chose. Hier, en allant au village, j'ai remarqué qu'un homme me suivait. Un type en costume gris que je n'avais jamais vu dans le pays. Sa femme Marie, qui tenait la maison avec un soin jaloux, fit elle aussi des observations inquiétantes. « Madame, quelqu'un a fouillé dans le potager. Les plants de légumes ont été dérangés, comme si on cherchait quelque chose d'enterré. Et ce matin, j'ai trouvé des traces de pas sous les fenêtres du salon. » Ces révélations alarmèrent Marguerite. Elle se sentait épiée, traquée par des ennemis invisibles dont elle ne comprenait pas les intentions. L'isolement de Boissy-le-Châtel, qui lui avait d'abord paru un refuge paisible, devenait soudain une source d'angoisse. Un soir, alors qu'elle dînait avec Julien dans le petit salon de son château, celui-ci aborda de manière inattendue la question de ses finances. Cette conversation eut lieu au début de décembre, par une soirée particulièrement froide où le vent faisait gémir les volets et siffler la cheminée. « Ma chère Marguerite, lui dit-il avec une gravité inhabituelle après avoir reposé sa tasse de café, j'ai appris que certaines personnes cherchaient à vous causer des ennuis. Des rumeurs circulent dans les salons parisiens sur votre situation financière, et je crains qu'on ne cherche à vous nuire. » La jeune femme fut surprise par cette confidence. « Que voulez-vous dire, Julien ? » ?»« Quelle rumeur ? On prétend que votre mari aurait laissé des dettes cachées, que votre fortune serait moins solide qu'il n'y paraît. Je n'y crois pas un instant, bien sûr, mais ces bruits pourraient vous causer du tort s'ils se répandaient davantage. » Cette information concordait étrangement avec la visite du notaire Dubois. Marguerite commençait à comprendre qu'elle était victime d'une campagne orchestrée pour la déstabiliser, mais elle ne saisissait toujours pas les motivations de ses persécuteurs. « Si vous le permettez, » poursuivit Julien en prenant sa main dans la sienne, « j'aimerais vous aider à résoudre ces difficultés. Mes relations dans le monde diplomatique et financier pourraient vous être utiles. » La jeune femme fut touchée par cette proposition, mais quelque chose dans l'attitude de Julien l'intriguait. Comment pouvait-il être au courant de problèmes qu'elle n'avait confiés à personne? Et pourquoi cette sollicitude prenait-elle une forme si précise, comme s'il connaissait exactement la nature des menaces qui pesaient sur elle? « Julien, » lui demanda-t-elle directement en scrutant son visage dans la lumière dansante des bougies, « comment savez-vous tout cela ? Nous nous connaissons depuis si peu de temps, et pourtant vous semblez tout savoir de ma situation. » Le jeune homme parut embarrassé par cette question directe. Il se leva, fit quelques pas vers la cheminée où brûlait un feu de bois qui projetait des ombres mouvantes sur les murs tapissés de soie bleue, puis se retourna vers elle avec une expression douloureuse qui transforma ses traits habituellement souriants. « Marguerite, » dit-il d'une voix sourde, « il faut que je vous dise la vérité. Notre rencontre n'est pas le fruit du hasard. Quelqu'un m'a demandé de vous approcher, de gagner votre confiance. » Cette révélation frappa Marguerite comme un coup de foudre. Elle sentit ses jambes se dérober sous elle.
et dut s'asseoir pour ne pas défaillir. Le salon lui sembla soudain tourner autour d'elle, et elle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Que voulez-vous dire? Qui vous a demandé cela ?» Julien s'agenouilla devant elle, prit ses mains dans les siennes, avec une tendresse qui contrastait cruellement avec ses paroles. « Écoutez-moi bien, ma chère Marguerite. Tout a commencé par un chantage, mais mes sentiments pour vous sont devenus réels. Je vous aime sincèrement, et c'est précisément pour cela que je dois vous mettre en garde contre le piège qui se referme sur vous. » Il lui expliqua alors qu'il avait été approché quelques mois auparavant par un homme qui connaissait certaines indiscrétions de sa jeunesse, des dettes de jeu qu'il avait contractées lors de son séjour à Saint-Pétersbourg et qui auraient pu ruiner sa carrière diplomatique. Ces dettes, contractées dans les cercles de jeu fréquentés par la haute société russe, s'élevaient à une somme considérable que ses appointements diplomatiques ne lui permettaient pas de rembourser. « J'avais eu la faiblesse de jouer au baccarat avec des grands-ducs, avoua-t-il avec amertume. En quelques soirées, j'avais perdu plus que mes revenus de 5 années. L'homme qui m'a approché connaissait mes difficultés et m'a proposé un marché, séduire Marguerite de Montbrison et l'amener à prendre certaines décisions financières, en échange de quoi mes dettes seraient effacées et mon passé oublié. »« Mais qui est cet homme ?» demanda Marguerite d'une voix blanche, bien qu'elle pressentît déjà la réponse. « Le comte Édouard de Clermont-Ferrand, » répondit Julien dans un souffle. « Si vous ressentez des frissons en écoutant cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver à Marguerite. » Cette révélation ouvrait un abîme d'interrogations qui bouleversait tout ce que Marguerite croyait savoir de sa situation. Pourquoi le comte s'intéressait-il à ce point à ses affaires? Quel lien pouvait-il y avoir entre eux, alors qu'elle ne l'avait rencontré pour la première fois que lors du bal masqué? Et surtout, quelles étaient ces certaines décisions financières qu'on voulait lui faire prendre? « Julien, dit-elle d'une voix tremblante, expliquez-moi exactement ce qu'on attendait de vous. » Le jeune homme baissa les yeux, visiblement accablé par l'aveu qu'il devait faire. « On voulait que je vous amène à renoncer à certaines créances, à signer des documents qui auraient modifié votre situation patrimoniale. Le comte prétendait que votre mari lui devait de l'argent et qu'il fallait trouver un moyen de vous faire accepter un arrangement amiable. Vous voulez dire que cette histoire de dette que m'a présentée le notaire Dubois était parfaitement orchestrée, oui. Dubois n'est qu'un homme de paille qui exécute les ordres du comte. Le véritable but était de vous faire peur, de vous pousser à accepter un compromis qui vous aurait ruiné. » Marguerite se leva et se dirigea vers la fenêtre, cherchant dans la contemplation du parc enneigé une façon de rassembler ses idées. La lune presque pleine éclairait les arbres dépouillés d'un éclat argenté qui donnait au paysage une beauté fantomatique. Mais cette beauté ne parvenait plus à l'émouvoir. Elle venait de découvrir qu'elle était le jouet d'une machination dont elle ne saisissait encore ni l'ampleur ni les véritables enjeux. « Et vous, Julien ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Qu'éprouvez-vous réellement pour moi ?» Il se leva à son tour et vint se placer derrière elle, assez près pour qu'elle sente sa présence sans qu'il la touche. « Je vous aime, Marguerite. C'est là mon malheur et ma rédemption. Quand j'ai accepté cette mission, je pensais qu'il s'agirait d'une simple comédie, quelques semaines de galanterie conventionnelle qui me permettraient de régler mes dettes. Mais dès notre première rencontre, j'ai compris que mes sentiments échappaient à tout calcul. » Cette confession émut Marguerite, malgré sa colère et sa déception. Elle se retourna et plongea son regard dans celui du jeune homme. Ce qu'elle y lut la rassura partiellement. Julien disait la vérité sur ses sentiments, elle en était certaine. Mais cela ne changeait rien au fait qu'elle avait été trompée, manipulée, utilisée dans un jeu dont elle ne connaissait pas les règles. « Julien, il faut que vous m'aidiez à comprendre. Pourquoi le comte s'intéresse-t-il à moi? Quelle est cette histoire de liens familiaux qu'il a évoquée devant ses invités? » « C'est là que l'affaire devient véritablement complexe, » répondit Julien, en reprenant place près de la cheminée. « Ce que je vais vous révéler va peut-être bouleverser votre vision de votre propre famille.
Il lui expliqua alors que ses investigations discrètes, menées pour le compte du comte, avaient mis au jour des éléments troublants sur le passé de son défunt mari. Gustave de Montbrison n'était pas l'homme simple et transparent qu'elle avait cru épouser. Votre mari entretenait depuis des années une correspondance suivie avec diverses familles de l'aristocratie française. Pas seulement pour des affaires commerciales, mais pour des questions plus personnelles. Il possédait des documents, des lettres, des preuves concernant des secrets de famille que certaines personnes auraient payé très cher pour récupérer. Cette révélation stupéfia Marguerite. Gustave, qu'elle avait toujours connu comme un homme méthodique et transparent, aurait donc mené une existence secrète parallèle à leur vie conjugale. Quel genre de secret ? Demanda-t-elle, bien qu'elle redoutât la réponse. Des histoires d'héritage détourné, de filiation cachée, de documents falsifiés. Votre mari semble avoir constitué au fil des années une véritable collection de preuves compromettantes sur diverses familles nobles. Peut-être par goût du pouvoir, peut-être par précaution, nous ne le saurons jamais. Marguerite passa une nuit blanche à réfléchir à ces révélations. Elle fouilla dans ses souvenirs, repassa mentalement tous les détails de sa vie conjugale, cherchant les indices qu'elle avait pu manquer. Il était vrai que Gustave recevait parfois des visites mystérieuses dans son bureau, des hommes élégants qui ne restaient jamais dîner et dont il ne parlait jamais. Elle avait toujours pensé qu'il s'agissait de clients pour ses affaires de soierie, mais peut-être se trompait-elle. Elle se dirigea vers le secrétaire en marqueterie où elle conservait les papiers personnels de son mari. Parmi les documents de la succession, elle rechercha des indices qui auraient pu lui échapper lors du premier classement. Ce fut en examinant une nouvelle fois un carnet de rendez-vous de 1885 qu'elle découvrit un élément troublant. Parmi les initiales notées par Gustave figuraient plusieurs fois E de C, F, accompagnées de sommes importantes et de dates précises. E de C, F, Édouard de Clermont-Ferrand. Tout s'éclairait soudain, mais dans le sens inverse de ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas le comte qui devait de l'argent à son mari, mais peut-être l'inverse. Ou plutôt, les relations entre les deux hommes étaient d'une nature bien plus complexe qu'une simple créance commerciale. Le lendemain matin, elle convoqua Baptiste, son fidèle serviteur, et l'interrogea sur les derniers mois de la vie de son mari. « Baptiste, te souviens-tu des dernières visites que recevait monsieur dans son bureau ? Y avait-il des hommes que tu n'avais jamais vus auparavant ?» Le vieil homme réfléchit longuement avant de répondre. Il y avait bien ce monsieur élégant qui venait parfois le soir, un homme qui parlait avec l'accent de Paris. Il donnait son nom comme Charles de Clermont. Monsieur et lui s'enfermaient dans le bureau pendant des heures, et j'entendais parfois leur voix qui s'élevait, comme s'ils se disputaient. Charles de Clermont, le frère cadet d'Édouard, que Marguerite avait aperçu brièvement lors du bal masqué. Un homme discret, effacé, qui se tenait toujours légèrement en retrait, et qui avait cette façon particulière d'observer les gens sans en avoir l'air. « Et ces visites ont continué jusqu'à la mort de monsieur ?» demanda Marguerite. « Presque, madame la comtesse. La dernière fois, c'était une semaine avant que monsieur ne soit pris de son attaque. Ils ont eu une discussion très vive, et j'ai entendu monsieur crier quelque chose comme « Jamais vous n'aurez ces papiers ». Le visiteur est parti en claquant la porte, et monsieur était très agité le reste de la soirée. Ces révélations jetaient un éclairage nouveau sur les circonstances de la mort de Gustave. Son attaque d'apoplexie, que les médecins avaient attribuée à un excès de table et au surmenage, était-elle vraiment naturelle ? Ou avait-elle été provoquée par l'émotion d'une dispute particulièrement violente ? Marguerite décida d'écrire immédiatement à son notaire lyonnais pour lui demander de mener une enquête discrète sur les relations d'affaires de son défunt mari avec la famille de Clermont-Ferrand. Elle lui donna aussi instruction de vérifier si le coffre-fort personnel de Gustave, conservé dans une banque lyonnaise, contenait des documents susceptibles d'éclairer cette affaire. En attendant la réponse de maître Voisin, elle résolut de mener sa propre enquête sur la famille de Clermont-Ferrand. Elle se rendit à la bibliothèque municipale de Rouen, où elle consulta les ouvrages de généalogie normande et les chroniques historiques de la région. Ce qu'elle y découvrit la troubla profondément.
La famille de Clermont-Ferrand avait connu son apogée au XVIIIe siècle, mais la Révolution avait considérablement entamé sa fortune. Le grand-père d'Édouard, Ambroise de Clermont-Ferrand, avait émigré en Autriche et n'était rentré en France qu'en 1802, après le Concordat. Mais son retour s'était accompagné de circonstances mystérieuses. Il avait récupéré une partie de ses biens grâce à des documents dont l'authenticité avait été contestée par d'autres héritiers. Plus troublant encore, Marguerite découvrit que ce même Ambroise avait eu plusieurs liaisons et que des enfants naturels étaient nés de ces relations. L'un d'eux, un certain Guillaume, avait été élevé dans le secret et envoyé faire fortune dans le commerce à Lyon. Guillaume, Gustave. La similitude des prénoms frappa soudain Marguerite comme une évidence. Et si son mari était l'un de ces bâtards de la famille de Clermont-Ferrand? Cela expliquerait les liens mystérieux entre les deux hommes, les visites secrètes de Charles et surtout l'acharnement du comte à vouloir récupérer certains documents. Cette hypothèse bouleversait totalement la vision que Marguerite avait de son mariage et de sa propre identité. Elle convoqua son notaire lyonnais par télégramme, lui demandant de venir d'urgence en Normandie avec tous les documents concernant la famille de son mari. Maître Bertrand Voisin, intrigué par cette demande pressante, arriva à Boissy-le-Châtel 3 jours plus tard, porteur de révélations qui allaient confirmer les pires craintes de la jeune femme. L'examen des papiers de famille révéla que Gustave de Montbrison était effectivement né sous le nom de Guillaume Rousseau, et qu'il avait été adopté officiellement à l'âge de 16 ans par un riche négociant lyonnais, Paul Rousseau, qui était en réalité son oncle maternel. Le véritable père de Gustave était bien Ambroise de Clermont-Ferrand, qui avait eu cette liaison avec une jeune bourgeoise lyonnaise, Catherine Rousseau. « Mais pourquoi ce secret ?» demanda Marguerite au notaire. « Parce que votre mari était l'héritier légitime d'une partie de la fortune des Clermont-Ferrand, » expliqua Maître Voisin. D'après ces documents, Ambroise de Clermont-Ferrand avait légué par testament secret une partie de ses biens à ses enfants naturels en reconnaissance de paternité. Ce testament, rédigé avant sa mort en 1823, n'a jamais été exécuté parce que la famille légitime en a nié l'authenticité. Marguerite comprenait maintenant l'enjeu véritable de cette affaire. Son mari possédait non seulement des preuves de sa filiation avec les Clermont-Ferrand, mais aussi des documents établissant ses droits sur une partie de l'héritage familial. Des droits qui, s'ils étaient reconnus, ruineraient définitivement le comte Édouard. « Et le prêt mentionné dans les carnets de mon mari ?» demanda-t-elle. « Il ne s'agissait pas d'un prêt ordinaire, mais d'une avance sur héritage que votre mari avait consenti au comte, probablement en échange de la promesse que ses droits seraient un jour reconnus. Une somme considérable qui n'a jamais été remboursée. » Le notaire lui montra alors un document qu'elle n'avait jamais vu. Une reconnaissance de dette signée de la main d'Édouard de Clermont-Ferrand, s'engageant à rembourser à Gustave de Montbrison la somme de 200 000 francs or, avec intérêt, dès que sa situation financière le permettrait. « Mais ce document officialise le remboursement », fit observer Marguerite en examinant la signature. « Regardez. Il porte la mention soldée et la signature de mon mari. » Maître Voisin examina attentivement le papier puis secoua la tête. « Madame la comtesse, ce document est un faux. L'encre de la mention soldée et de la signature qui l'accompagne est différente de celle du corps du texte. Quelqu'un a falsifié ce document après la mort de votre mari pour faire croire que la dette avait été acquittée. » La vérité éclatait enfin dans toute sa sordide réalité. Le comte Édouard, criblé de dettes et menacé de ruine, avait réussi à échapper à ses obligations envers Gustave grâce à ce faux document. Mais il craignait qu'elle ne découvre la vérité et ne réclame le remboursement de cette somme importante, qui représentait plus que la valeur actuelle de tout son patrimoine. D'où cette stratégie complexe pour la compromettre et la réduire au silence. D'abord la séduction par l'intermédiaire de Julien, puis le chantage par l'intermédiaire du faux notaire Dubois. Mais il restait encore une question cruciale. Comment le comte avait-il pu produire un faux si convaincant de la signature de son mari? La réponse vint d'une source inattendue. Célestine, la fidèle femme de chambre qui avait servi les Montbrison pendant 20 ans,
fit une révélation troublante à sa maîtresse en apprenant l'existence de cette falsification. Madame se souvient-elle de ce jeune homme qui venait parfois rendre visite à monsieur dans ces derniers mois? Un homme élégant qui disait s'appeler Charles de Clermont. Il passait des heures dans le bureau avec monsieur et ils signaient beaucoup de papiers ensemble. Une fois, j'ai surpris ce monsieur qui recopiait la signature de monsieur sur plusieurs feuilles blanches. Quand il m'a vu, il m'a dit qu'il s'entraînait à écrire comme monsieur pour l'aider dans sa correspondance, parce que monsieur avait mal à la main. Cela m'avait paru bizarre, mais je n'ai rien dit. Charles de Clermont-Ferrand, le frère cadet d'Édouard, homme de confiance de la famille, habile à manier la plume et les affaires. Marguerite se souvenait vaguement de lui, un homme discret, effacé, qui avait assisté son mari dans quelques affaires délicates pendant les derniers mois de sa vie. Il avait donc eu accès aux documents personnels du négociant, à ses habitudes d'écriture, à sa signature. La contrefaçon devenait non seulement possible, mais probable. « Il y a autre chose, madame », poursuivit Célestine en baissant la voix. Le soir où monsieur est mort, ce Charles de Clermont était venu lui rendre visite dans l'après-midi. Ils se sont disputés très fort dans le bureau et j'ai entendu monsieur crier « Jamais, ces papiers resteront dans ma famille ». Puis le visiteur est parti en claquant la porte. Monsieur était tout rouge de colère et il tremblait. Le médecin a dit que c'était l'émotion qui avait provoqué son attaque, mais moi j'ai toujours pensé que cette dispute y était pour quelque chose. Cette révélation apportait un éclairage sinistre sur les circonstances de la mort de Gustave de Montbrison. Sa crise d'apoplexie n'était peut-être pas entièrement naturelle. Elle avait été déclenchée par une confrontation violente avec ceux qui voulaient s'emparer de ses documents secrets. Forte de ces révélations, Marguerite décida de confronter directement le comte Édouard. Elle lui adressa un message lui demandant un entretien privé au château de Valmont, sous prétexte de discuter d'une affaire délicate qui les concernait tous les deux. Sa lettre, rédigée avec un soin particulier, était rédigée en termes suffisamment énigmatiques pour piquer la curiosité du comte sans révéler l'étendue de ses découvertes. Le comte accepta ce rendez-vous, probablement intrigué par le ton mystérieux du message, et rassuré par l'idée que sa stratégie commençait peut-être à porter ses fruits. Il fixa le rendez-vous au lendemain après-midi, un mercredi de décembre, où le ciel bas et les nuages plombés donnaient au paysage normand un aspect particulièrement mélancolique. Marguerite se rendit à Valmont par une froide journée d'hiver, où les arbres dépouillés se dressaient comme des squelettes noirs contre le ciel gris. Elle avait pris la précaution de confier à maître Voisin un pli cacheté contenant tous les éléments de l'affaire, les vrais documents prouvant la filiation de son mari, les preuves de la falsification, les témoignages de Célestine et de Baptiste. Le notaire avait instruction d'ouvrir ce pli et d'alerter les autorités si elles ne donnaient pas de nouvelles dans les 48 heures. L'entretien eut lieu dans le grand salon du château, cette même pièce où s'était déroulé le bal masqué quelques semaines auparavant. Mais l'atmosphère avait changé du tout au tout. Les lustres éteints, les tentures tirées, l'absence de fleurs donnait à la pièce un aspect lugubre qui contrastait avec le faste de la réception. Seuls quelques candélabres d'argent éclairaient la scène d'une lumière tremblante qui créait des ombres mouvantes sur les murs. Le comte Édouard l'accueillit avec une courtoisie parfaite, mais Marguerite remarqua immédiatement la tension qui marquait ses traits. Cet homme habitué à dominer les situations semblait nerveux, presque inquiet. Sa femme, la comtesse Isabelle, assistait à l'entretien, se tenant légèrement en retrait près de la cheminée où brûlait un feu de bois qui ne parvenait pas à réchauffer l'atmosphère glaciale de la pièce. « Chère madame de Montbrison », commença Édouard, en lui désignant un fauteuil. « Votre message m'a beaucoup intrigué. Vous parliez d'une affaire qui nous concerne tous les deux. J'avoue ne pas voir de quoi il peut s'agir. » Marguerite s'assit avec une élégance étudiée, arrangea les plis de sa robe de voyage en drap noir, puis leva vers le comte un regard qu'elle s'efforçait de garder impassible. « Monsieur le comte, cessons de jouer, je sais tout, la filiation de mon mari avec votre famille, la dette de 200 000 francs que vous n'avez jamais remboursé, la falsification du document d'acquittement,
et la manipulation dont j'ai été victime par l'intermédiaire de M. de Beaumont. Elle exposa calmement les faits, avec cette précision minutieuse qui révélait l'étendue de ses découvertes. Elle mentionna les témoignages de ses domestiques, les preuves documentaires, l'expertise de son notaire. Chaque révélation tombait comme un coup près dans le silence du salon. Le comte écoutait sans broncher, mais Marguerite remarqua que ses mains tremblaient légèrement et qu'une sueur froide perlait à son front malgré la température hivernale. Sa femme, en revanche, blêmit au fur et à mesure des révélations, et elle dut se raccrocher au manteau de la cheminée pour ne pas défaillir. « Madame de Montbrison », finit par dire Édouard d'une voix sourde après un long silence, « ces accusations sont extrêmement graves. Avez-vous des preuves matérielles de ce que vous avancez? J'ai tous les éléments nécessaires pour porter cette affaire devant les tribunaux, » répondit Marguerite avec fermeté. « Mais je ne souhaite pas un scandale public qui nuirait à vos enfants et à votre nom. Je vous propose un arrangement. Vous me remboursez la somme due avec les intérêts légitimes calculés depuis la mort de mon mari, soit environ 280 000 francs or. Et nous en restons là. Vous aurez 6 mois pour rassembler cette somme. » Le comte se leva brusquement, renversant au passage une petite table marquetée sur laquelle étaient posés quelques bibelots précieux. « Vous me demandez une fortune, madame. Cette somme représente plus que la valeur actuelle de ce château et de toutes mes terres réunies. C'est pourtant ce que vous devez à la succession de mon mari, » répliqua tranquillement Marguerite. « Je ne fais que réclamer ce qui me revient légitimement. » Ce fut la comtesse Isabelle qui prit alors la parole, d'une voix blanche qui trahissait un désespoir profond. « Édouard, il faut lui dire la vérité, toute la vérité. Cette femme a le droit de savoir pourquoi nous en sommes arrivés là. » Le comte regarda longuement sa femme, puis sembla prendre une décision douloureuse. Il se rassit lourdement dans son fauteuil, enfouit son visage dans ses mains, et commença à parler d'une voix brisée qui révélait des années de mensonges et de culpabilité. « Madame de Montbrison, ce que je vais vous révéler va peut-être bouleverser votre existence. Votre mari ne vous a pas tout dit sur ses affaires, ni sur ses relations familiales, ni sur les circonstances véritables de sa mort. Il lui expliqua alors que Gustave de Montbrison, né Guillaume Rousseau, était effectivement le fils naturel d'Ambroise de Clermont-Ferrand, mais que cette filiation cachait des aspects bien plus sombres que la simple reconnaissance d'un bâtard aristocratique. Mon grand-père n'était pas seulement un homme à femme, poursuivit Édouard d'une voix de plus en plus sourde. C'était aussi un homme sans scrupules qui avait bâti sa fortune sur le malheur des autres. Pendant l'émigration, il avait extorqué de l'argent à des familles nobles en détresse, racheté leurs biens pour des sommes dérisoires, fait chanter ceux qui avaient dû composer avec les révolutionnaires pour sauver leur tête. Cette révélation ouvrait des perspectives terrifiantes sur le passé de la famille. Marguerite commençait à comprendre que l'histoire qu'on lui avait racontée n'était que la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus monstrueux. Votre mari avait hérité de mon grand-père non seulement des droits sur la fortune familiale, mais aussi une collection de documents compromettants sur diverses familles de l'aristocratie française. Des preuves de collaboration avec l'ennemi pendant les guerres napoléoniennes, des témoignages de trahison, des aveux de crimes jamais poursuivis. La voix du comte se faisait de plus en plus faible, comme s'il avait honte de révéler ses secrets de famille. Votre mari utilisait ces documents pour faire chanter ses victimes. Il ne demandait pas toujours de l'argent. Parfois, il exigeait des services, des recommandations, des appuis politiques. C'est ainsi qu'il avait réussi à s'enrichir si rapidement à Lyon. Cette révélation ébranla Marguerite jusqu'au plus profond d'elle-même. L'homme qu'elle avait aimé et respecté, qu'elle avait cru honnête et généreux, était donc un maître chanteur. Son mariage avec un homme qu'elle avait cru simple négociant était en réalité une alliance avec un criminel en gants blancs. Mais pourquoi cette comédie avec les faux documents? Pourquoi le plan avec Julien? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. La comtesse Isabelle s'approcha et prit la parole, révélant une complicité dans ce drame qui dépassait tout ce que Marguerite avait imaginé.
Parce que votre mari, avant de mourir, avait découvert que nous avions nous-mêmes utilisé une partie de ces méthodes pour redresser notre situation financière. Nous étions ses victimes, mais nous étions aussi devenus ses complices. Il nous réclamait non seulement le remboursement de ses prêts, mais aussi notre silence sur certaines affaires qui auraient pu nous compromettre tous. Édouard reprit d'une voix amère. Votre mari était devenu fou de cupidité dans ces dernières années. Il voulait récupérer toute la fortune de notre famille, mais il voulait aussi nous garder sous sa coupe pour continuer à exploiter nos relations. Nous étions devenus ses esclaves. Et le plan avec Julien? Interrogea encore Marguerite, bien qu'elle redoutât la réponse. L'idée était de vous séduire, de vous épouser peut-être, pour que vous renonciez à vos créances par amour. Mon mari pensait que vous renonceriez à tout pour l'homme que vous aimeriez. Et puis, une fois marié à Julien, vous seriez devenu en quelque sorte notre allié, quelqu'un que nous aurions pu contrôler. La comtesse se tut un instant, puis ajouta avec une expression de profond dégoût. Mais cette stratégie a échoué parce que Julien s'est réellement épris de vous. Ses sentiments sont devenus sincères et il a fini par vous révéler la vérité au lieu de vous mener plus avant dans notre piège. Marguerite sentait le sol se dérober sous ses pieds. Non seulement elle découvrait que son mariage avait été bâti sur des mensonges, mais elle réalisait aussi qu'elle avait été manipulée de la manière la plus cruelle qui soit par des gens qui la considéraient comme un simple pion dans leurs machinations sordides. Et Julien, ses sentiments étaient-ils sincères? Le comte haussa les épaules avec lassitude. Je crois qu'il s'est pris à son propre jeu. Ses dernières lettres laissaient entendre qu'il regrettait amèrement cette machination et qu'il était prêt à tout avouer pour mériter votre pardon. Où est-il maintenant? Il a quitté Londres il y a une semaine. Il nous a écrit qu'il ne supportait plus le poids de sa lâcheté et qu'il préférait l'exil au déshonneur de votre regard. Au moment où Marguerite s'apprêtait à quitter le château, bouleversée par ces révélations qui remettaient en question tout ce qu'elle avait cru savoir de sa vie, la comtesse Isabelle lui remit une lettre cachetée. Ceci est arrivé ce matin par courrier express. C'est de Julien de Beaumont. Marguerite décacheta la lettre d'une main tremblante. L'écriture de Julien, qu'elle connaissait si bien, semblait précipitée, nerveuse. « Ma très chère Marguerite, quand vous lirez ces lignes, j'aurai quitté l'Europe pour toujours. Je pars pour l'Argentine, où je compte disparaître définitivement sous une nouvelle identité. Je ne supporte plus le poids de ma lâcheté et du mal que je vous ai causé. Sachez que mes sentiments pour vous ont été sincères dès le premier jour, et c'est précisément cette sincérité qui rend ma faute impardonnable. Je préfère l'exil et l'oubli au déshonneur de votre regard. Puissiez-vous trouver un jour le bonheur que vous méritez, loin de ces machinations sordides dont je porterai la honte jusqu'à ma mort. Votre dévoué, qui ne mérite plus votre estime ni même votre mépris, J.B. » Marguerite froissa la lettre dans sa main. Autour d'elle, les murs du château semblaient danser dans la lumière déclinante de cette journée d'hiver. Tout ce en quoi elle avait cru, tout ce qui avait donné un sens à son existence depuis son veuvage, s'effondrait d'un coup. Mais une dernière révélation l'attendait encore, la plus terrible de toutes. « Il y a autre chose que vous devez savoir », reprit la comtesse Isabelle d'une voix à peine audible. « Quelque chose sur la mort de votre mari. » Marguerite releva la tête, pressentant que le pire était encore à venir. L'attaque d'apoplexie de votre mari n'était pas entièrement naturelle. Mon beau-frère Charles lui avait versé dans son cognac une substance qui devait seulement l'endormir, le temps de fouiller son bureau et de récupérer les documents compromettants. Mais votre mari avait le cœur fragile, et le produit a provoqué l'attaque fatale. Cette confession arracha un cri d'horreur à Marguerite. Vous voulez dire que vous avez tué mon mari? Nous voulions seulement récupérer nos secrets et notre liberté, balbutia la comtesse en éclatant en sanglots. Jamais nous n'avions voulu sa mort. Charles était rongé par le remords, c'est pour cela qu'il s'est suicidé il y a 6 mois. Cette dernière révélation acheva de briser Marguerite. Elle quitta Valmont sans un mot de plus, laissant derrière elle le comte et la comtesse face à leurs démons.
Dans la voiture qui la ramenait vers Boissy-le-Châtel, elle prit une décision qui allait étonner tout son entourage. Le lendemain matin, Marguerite réunit ses domestiques dans le grand salon de son château et leur annonça qu'elle quittait la Normandie définitivement. Elle ne révéla pas sa destination, se contentant de dire qu'elle avait besoin de solitude pour réfléchir à son avenir. En réalité, elle avait décidé de se rendre en Italie, dans une villa qu'elle possédait près de Florence, pour tenter de reconstruire sa vie loin de toutes ces intrigues. Mais avant son départ, elle prit une décision qui révélait toute la trempe de son caractère. Au lieu de porter plainte contre les Clermont-Ferrand pour l'assassinat de son mari, elle choisit une vengeance plus subtile et plus cruelle. Elle leur adressa un ultimatum qui les plongerait dans une angoisse permanente. Sa lettre, remise au comte par un huissier, était d'une précision glaciale. « Monsieur le comte, je connais maintenant toute la vérité sur la mort de mon mari et sur vos agissements. Je possède tous les documents nécessaires pour vous faire condamner pour meurtre et pour révéler au grand jour vos autres crimes. Cependant, je ne souhaite pas détruire votre famille pour satisfaire ma vengeance. Vous avez 6 mois pour rassembler les 280 000 francs que vous me devez. Si cette somme ne m'est pas versée intégralement le 1er juillet 1890, je révélerai tout à la justice et à la presse. En attendant, vous vivrez avec l'angoisse permanente de voir votre secret découvert, comme vous m'avez fait vivre dans le mensonge et la manipulation. » Cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête était une torture psychologique raffinée. Les Clermont-Ferrand allaient désormais vivre dans la terreur constante d'être démasqués, sans jamais savoir si Marguerite mettrait ses menaces à exécution. Ce qui arriva ensuite reste encore aujourd'hui enveloppé de mystère. Marguerite de Montbrison quitta effectivement la Normandie au début de janvier 1890, mais elle n'arriva jamais à Florence. Le train dans lequel elle avait pris place fut retrouvé à la gare de Lyon, avec ses bagages intacts dans son compartiment, mais sans trace de la voyageuse. Les recherches menées par la police ne donnèrent aucun résultat. Marguerite de Montbrison avait purement et simplement disparu, comme si la terre l'avait engloutie. Les autorités italiennes furent alertées, mais aucune femme correspondant à son signalement ne franchit la frontière ces jours-là. Cette disparition mystérieuse alimenta toutes sortes de rumeurs. Certains prétendaient qu'elle avait été assassinée par les Clermont-Ferrand pour l'empêcher de révéler leurs secrets. D'autres pensaient qu'elle avait organisé sa propre disparition pour échapper aux conséquences de ses découvertes. Quelques-uns murmuraient qu'elle avait rejoint Julien de Beaumont en Amérique du Sud sous une fausse identité. La vérité ne fut jamais établie, mais les conséquences de cette affaire furent terribles pour tous les protagonistes. Quelques mois plus tard, le château de Valmont fut vendu aux enchères dans des conditions mystérieuses. Le comte Édouard et sa femme quittèrent la France pour l'Amérique du Sud, où ils terminèrent leurs jours dans l'obscurité et la pauvreté. On raconte qu'Édouard mourut fou, hanté par le souvenir de ses crimes et par l'angoisse de voir Marguerite réapparaître un jour pour l'accuser publiquement. Charles de Clermont-Ferrand avait effectivement été retrouvé mort dans son appartement parisien 6 mois avant la disparition de Marguerite, officiellement d'une crise cardiaque. Mais les circonstances de sa mort soulevèrent quelques questions auxquelles on ne donna jamais de réponse satisfaisante. Plusieurs témoins affirmèrent l'avoir vu dans un état de profonde agitation dans les jours qui précédèrent sa mort, parlant sans cesse d'un crime qui le rongeait et d'une vengeance qui allait s'abattre sur sa famille. Quant à Julien de Beaumont, il disparut lui aussi de la circulation. Certains prétendent l'avoir aperçu quelques années plus tard à Buenos Aires, où il aurait épousé la fille d'un riche éleveur et mené une existence paisible sous le nom de Juan Belmont. D'autres juraient l'avoir reconnu à Constantinople, travaillant comme interprète pour l'ambassade de France. Mais aucune de ces rumeurs ne fut jamais confirmée. Le château de Boissy-le-Châtel fut abandonné après la disparition de Marguerite. Baptiste et Marie Leroux, les fidèles domestiques, tentèrent d'abord d'entretenir la propriété en espérant le retour de leur maîtresse. Mais ils furent rapidement contraints de partir faute de moyens. Les mauvaises herbes envahirent rapidement les jardins et la propriété acquit peu à peu cette réputation sinistre qui s'attache aux lieux marqués par le malheur.
Les paysans des environs racontaient qu'on y voyait parfois une silhouette féminine errer dans les ruines, une femme en robe noire qui se promenait mélancoliquement autour de l'étang où nageaient encore quelques cygnes sauvages. Mais ces histoires furent mises sur le compte de la superstition populaire et personne ne prit la peine de vérifier ces témoignages. Pourtant, en 1923, lors de travaux de rénovation entrepris par les nouveaux propriétaires qui avaient racheté le domaine pour une bouchée de pain, on découvrit dans les caves du château un coffre muré dans un mur de pierre. Ce coffre, dissimulé avec un soin qui révélait une préméditation certaine, contenait des papiers personnels de Marguerite de Montbrison, ainsi qu'une lettre datée du 3 janvier 1890, soit 2 jours avant sa disparition officielle. Dans cette lettre, rédigée d'une écriture ferme qui ne trahissait aucune émotion, elle expliquait avoir découvert que son mari lui avait dissimulé bien d'autres secrets que ses origines nobiliaires et ses activités de maître chanteur. Gustave de Montbrison était impliqué dans un trafic international d'œuvres d'art volées, organisé avec la complicité de plusieurs familles aristocratiques en difficulté financière. Des toiles de maître, des tapisseries précieuses, des bijoux historiques disparaissaient mystérieusement des châteaux pour réapparaître dans les collections privées de riches industriels américains ou de nouveaux riches russes. « Si cette lettre est un jour découverte, écrivait-elle, qu'on sache que Marguerite de Montbrison a choisi sa disparition plutôt que la mort que certains lui destinaient. J'ai découvert que mon mari était au centre d'un réseau de criminalité qui impliquait des personnalités si haut placées que ma vie ne valait plus rien dès l'instant où j'ai commencé à poser des questions. Les Clermont-Ferrand n'étaient que de petits poissons dans un océan de corruption qui remonte jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. La lettre révélait aussi que Marguerite avait constitué un dossier complet sur toutes ses activités criminelles, dossier qu'elle avait confié à une personne de confiance avec instruction de le remettre à la presse si elle venait à disparaître. Mais ce dossier ne fut jamais publié, ce qui laisse supposer que les commanditaires de sa disparition avaient réussi à le récupérer. Quelque part dans ce monde, concluait la lettre, elle vit sous une autre identité, gardant le secret de vérité qui ébranlerait les fondations mêmes de notre société. Car il y a des secrets si terribles qu'ils valent plus que la vie de ceux qui les détiennent. Cette découverte relança brièvement l'intérêt pour l'affaire Montbrison. Mais la Grande Guerre venait de se terminer et la France avait d'autres préoccupations que de vieilles histoires de scandales aristocratiques. Le dossier fut classé sans suite et les révélations de Marguerite furent oubliées dans les archives poussiéreuses de la justice française. Mais parfois, dans les longues soirées d'hiver normandes, quand le vent fait gémir les volets et siffler les cheminées, les habitants de la région évoquent encore cette histoire troublante. Ils se demandent si Marguerite de Montbrison a vraiment réussi à échapper à ses poursuivants, si elle a trouvé quelque part dans le monde la paix qu'elle cherchait, ou si elle a fini par succomber aux forces obscures qu'elle avait défiées. Certains prétendent que l'histoire ne s'arrête pas là, que des descendants de Marguerite vivent encore quelque part, gardiens de secrets qui pourraient encore aujourd'hui faire trembler des familles respectables. D'autres murmurent que le trafic d'œuvres d'art découvert par la jeune femme n'était que la partie visible d'un réseau criminel qui continue d'opérer sous d'autres formes. Une chose est certaine, l'affaire Marguerite de Montbrison révèle les abîmes de corruption et de violence qui se cachaient derrière la façade respectable de la haute société française de la fin du XIXe siècle. Elle montre comment des familles entières pouvaient être prises dans des engrenages de chantage et de criminalité, comment l'honneur et la respectabilité n'étaient parfois que des masques dissimulant les pires turpitudes. Et elle pose une question qui reste sans réponse. Dans une société où l'apparence prime sur la réalité, où les secrets de famille sont soigneusement cachés derrière les dorures et les titres de noblesse, combien d'autres Marguerites de Montbrison ont-elles découvert des vérités trop terribles pour être révélées? Combien ont-elles préféré la disparition au danger de parler? Et combien de ces secrets continuent-ils à empoisonner les familles qui les portent, génération après génération? Vous croyez que tout a été révélé dans cette histoire? Que Marguerite de Montbrison a vraiment réussi à échapper à ses poursuivants, ou qu'elle a succombé à leur vengeance?
Pensez-vous que de tels réseaux de corruption existent encore aujourd'hui dans les hautes sphères de notre société? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne si cette histoire vous a captivé et partagez-la avec tous ceux qui aiment les mystères sombres de notre histoire. Car après tout, qui peut affirmer avec certitude que tout ceci n'est qu'une fiction? Dans les archives poussiéreuses de nos bibliothèques, dans les secrets de nos vieilles familles, combien d'histoires similaires attendent-elles encore d'être découvertes?